Donc, de nombreuses recherches l'ont prouvé, la grande majorité des adolescents sont préoccupés par leur poids. Ce souci, et rien d'étonnant là-dedans, se manifeste différemment selon le genre et l'âge. Les filles, surtout les plus âgées, ont davantage tendance à vouloir perdre du poids que les garçons. Les notions de poids et d'image corporelle touchent donc un grand nombre de jeunes au moment de l'adolescence, et c'est durant cette période, d'ailleurs, que les individus sont le plus susceptibles de développer un trouble alimentaire. Il faut dire que c'est lors de cette période charnière que le corps se transforme, qu'il passe de l'enfance à l'âge adulte. Par conséquent, il est normal que le corps et son image jouent un rôle important dans les fictions pour adolescents et adolescentes, puisqu'il est l'objet de bien des insécurités. Que dire cependant de ces corps qui ne suivent pas le parcours normal, entre guillemets? De ces corps qui deviennent synonymes de moquerie et d'insultes parce qu'ils divergent de l'idéal à atteindre. Au cours de cette communication, il s'agira de questionner la représentation du corps gros dans la littérature contemporaine pour adolescents, afin de comprendre les modèles qu'on transmet aux jeunes lecteurs. Bien souvent, le corps gros est présenté comme une problématique qu'on doit enrayer coûte que coûte. Dans un nombre consternant de romans, qu'on parle ici de littérature pour adolescents, mais aussi de littérature pour adultes, la maturité et la grosseur sont complètement incompatibles. Donc, le poids excédentaire devient symbole d'une faute morale. Puis, pour convoquer un exemple parmi tant d'autres, dans The Girl of Fire and Thorns, qui est un roman de Ray Carson, publié en 2011, on suit la transformation du personnage d'Elisa. Au tout début du livre, c'est une grosse fillette qui ne s'est pas réalisée, une fillette mature, un peu impétueuse. Et puis, au fur et à mesure qu'elle va acquérir de la maturité, son obésité va disparaître sans effort. Puis, le changement physique est directement lié au changement dans la perception qu'on a du personnage. Donc, d'une fillette velléitaire, elle devient une héroïne qui est maître de son domaine. Dans l'introduction de Is Everyone Hanging Out Without Me and Other Concerns, l'auteure et comédienne américaine Mindy Kaling évoque son indice de masse corporelle peu désirable, et ce sont ses mots, comme une des raisons qui prouvent qu'elle n'est pas apte à promulguer des conseils à ses lectrices et ses lecteurs. Ainsi, elle associe l'adiposité de son corps à d'autres manifestations de son caractère juvénile, comme le fait de n'avoir jamais d'argent comptant sur elle. Sa silhouette et son poids agissent comme une manifestation visuelle d'une personnalité irresponsable ou négligente. Comme si, pour devenir adulte, il fallait d'abord atteindre la bonne silhouette, contrôler son corps. Nous commençons toutefois, et ce depuis la montée en popularité des fat studies dans le milieu anglophone, à voir paraître certains romans qui projettent une image positive des corps atypiques. Au cours de cette communication, nous tenterons de distinguer et d'exemplifier ces deux tendances contraires qui se dessinent dans la représentation des corps adolescents gros. En vue de cette communication, je me suis penchée sur 6 romans, et oui. Le premier tome de la série Motivée de Simon Boulris, publié en 2013, Ophélie de Charlotte Gingras en 2008 et Les Petites Reines de Clémentine Beauvais du côté francophone. Puis du côté anglophone, Fat Kid Rules the World de K.L. Going, mon Dieu. Fat Vampire, A Never Coming of Age Story, et oui, ça existe. Et puis The Duff, Designated Ugly Fat Friend par Cody Keppinger. Donc, pour des contraintes de temps, j'ai choisi de me concentrer aujourd'hui sur les romans qui mettent en scène des héroïnes pour tenter de relever ce qui se transmet du roman vers la lectrice dans la formation d'un imaginaire de l'adolescente grosse. Dans un premier temps, on va d'abord examiner comment ces personnages prennent forme au fil du récit. Et observer aussi quel modèle la personne grosse est convoquée, puis comment les fictions reconduisent ou brisent certains stéréotypes qui pèsent encore sur la notion de poids et d'image corporelle. Nous verrons comment les personnages définis par leur corps, atypiques dès le titre pour la plupart des romans, sont transmis au lecteur. Même si les personnages de l'étude ne traversent pas une transformation physique, un changement moral va s'opérer dans la bonne tradition du Bildungsroman. Donc, l'action du roman va permettre un passage, une métamorphose qui transparaît dans la façon dont les personnages sont perçus, tant par leur part qu'à leurs propres yeux. Si tous les personnages que nous présentons sont décrits à un moment ou à un autre comme étant gros, il convient de se questionner sur ce que désigne ce terme. Comment mesure-t-on la grosseur ou l'obésité? Il ne faudrait pas tout d'abord entendre ces deux termes comme des synonymes. Si l'obésité est une pathologie, être considéré gros ou grosse relève d'une réalité plus ambiguë. La plupart des académiciens qui se penchent sur ces questions choisissent consciemment d'éviter les dénominations comme overweight ou obese afin de démédicaliser les corps gros. Ils préfèrent employer le vocable fat ou gros qu'on traduit, donc dans une traduction qui est imparfaite bien sûr, qui devient sous leur plume un descriptif comme un autre, une observation qui n'est pas liée à l'insulte. Tous les romans qui nous intéressent aujourd'hui
à l'exception de Fat Kid Rules the World, ont choisi de ne pas employer le terme obèse. Donc, prouvant que ces corps mis de l'avant tentent davantage de souligner des insécurités personnelles et la peur de ne pas être accepté par les autres qu'une prise en charge du corps obèse, donc malade, comme un corps à traiter par le discours médical. En ceci, les fictions pour adolescents se distinguent de la production pour adultes qui présente exclusivement les corps gros lorsque ceux-ci sont pris en charge et que le personnage entreprend une transformation, soit une perte ou une prise de poids. Ce qui est paradoxal puisque c'est l'adolescence qui est supposée être une période de transition et de transformation. Donc, les adolescents qui nous sont présentés comme gros à cause de leur socialisation ou parce qu'ils peinent à intégrer un groupe, donc ça supporte ce qu'avance Deborah Lupton dans son ouvrage intitulé Fat. Donc, je vais vous citer en anglais, j'ai mis la traduction. Donc, in and of itself, fat has no meaning. It is the specific historical, social, and cultural context in which fatness is lived, experienced, portrayed, and regulated, which gives it meaning, just as other bodily attributes of feature as skin or hair color, youth, and age take on certain meanings depending on their context. These meanings are dynamic and shifting, subject to change as the context changes. Donc, ainsi, la grosseur est une chose difficile à saisir dans le processus de lecture, d'autant plus que tous les personnages sont d'abord considérés comme minces, à moins d'une indication contraire de la part de l'auteur. Lindsay Avril nomme ce phénomène le thin thinking, donc la pensée mince. Et puis elle le définit comme ça. Thin thinking is the way that the hierarchical consciousness understands thin as the opposite of fat, completely dismissing the notion of a continuum. Thin thinking dominates the world we live in, one where fat is not understood as normal or regular, but rather it is envisioned as a catastrophic failure or weakness which must be addressed. C'est donc dire que la minceur est implicite, assumée, et que la grosseur atypique se doit d'être annoncée. Ainsi, dans chacun des romans, l'auteur ou l'autrice doit avertir le lecteur que le corps à donner au personnage est un corps atypique, un corps gros. Examinons comment se construisent ces corps atypiques qui tiennent davantage à une perception qu'à une description claire et qui se bâtissent toujours à travers le jugement des pairs plutôt que par l'accumulation de caractéristiques observables. Bien que l'intrigue des romans choisis semble à première vue proposer une acceptation d'un corps gros ou imparfait, la plupart vont plutôt convoquer un lot de stéréotypes et finalement ramener le message contraire de ceux qui voulaient amener au départ. Et c'est justement parce que ces corps de papier tiennent à peu de choses que j'ai voulu vous les présenter en série. Dans le fond, ces corps, vous le verrez, sont presque interchangeables. On pourrait les passer d'un roman à un autre sans que personne sourcille. Parce qu'ils sont dans la tradition du roman miroir très peu définie. Maintenant que j'ai mis la table, je vais donc vous les présenter, les personnages, puis je vous amène un peu faire du speed dating. Donc, candidate numéro 1, Cybèle alias la pas Cybèle de la série M'as-tu vu? Donc, tous les romans que j'ai lus pour cette recherche mettent en scène le regard de l'autre, principalement le regard du genre opposé. Et M'as-tu vu fait pas exception. Quand une équipe de tournage arrive à l'école de Cybèle, cette bonne étudiante est reléguée au fond de la classe à cause de, et ce sont les mots de sa directrice, son physique peu avantageux. Donc, on veut la cacher des caméras parce qu'elle est trop laide. C'est alors en médiation que Cybèle voit son corps, un motif qui va revenir dans plusieurs des romans. On le voit donc à travers le regard des autres ou à travers divers dispositifs, passant du miroir, de la télévision jusqu'aux réseaux sociaux. Et si Cybèle accepte le verdict de la directrice de son école, elle refuse celui de sa mère ou celui de son ami qui lui répète qu'elle est minuscule ou qu'elle est belle à la télévision. Elle se voit plutôt comme, puis là j'ai souligné, donc une fille avec de légers bourrelettes naissant à la table, subtile mais bien visible, avec un tour de taille qui cause sa ruine, ni rien ni moins de ça, énorme, laide, ridicule et moche. Aucune description précise du personnage ne nous est transmise, que des perceptions, la plupart négatives. Le seul personnage du roman qui nous est décrit avec des indicateurs biométriques clairs est son amie Marie-Jeanne. Puis je cite une conversation entre Cybèle et Marie-Jeanne. « Tu fais 200 livres que je demande, réellement intriguée par ce nombre que je croyais inatteignable. 202 livres, précise ma voisine. » Donc Marie-Jeanne est un personnage un peu ridicule, naïf. La pauvre Marie-Jeanne, comme le dit Cybèle, avec qui on compatit, qui mange des chips directement dans le sac avec sa grosse mère immature. Cybèle est donc énorme, selon ses propres mots, mais elle est incapable d'imaginer que quelqu'un puisse peser 200 livres. On sait que le regard qui importe pour les adolescents est celui des pairs et non, donc non vertical, mais bien horizontal.
mais c'est normal alors que la comparaison devienne, dans ce cas-là, un mode d'évaluation de soi. C'est donc dire que la beauté, la valeur, puis même la grosseur sont variables selon le contexte social, mais plus encore, dans une logique hétéronormative, la beauté est directement liée à ce que les amants potentiels pensent du personnage. Donc, après avoir rejeté par un garçon, Cybèle se trouve, la deuxième citation, donc elle se trouve laide et ridicule. Puis, dès qu'elle va lui montrer de l'attention, elle se sent jolie, elle veut se prendre en main, expression qui est d'ailleurs très, très problématique et qui implique que toutes les personnes grosses sont lâches et indisciplinées. Puis cette relation entre la perception des autres et puis la beauté culmine avec une phrase à la toute fin du roman. Cybèle fait le bilan de son année scolaire en énumérant ce qu'elle a gagné, puis elle affirme « Et partout je serai au chaud, protégée entre mes deux meilleures amies, me trouvant belle, me rendant belle. » Donc Cybèle est devenue belle, non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, parce que ses pairs la trouvent jolie. Même si le roman met de l'avant le parcours de cette jeune fille qui décide en fait de ne pas accepter d'être reléguée au fond de la classe, qui décide de parler pour qu'on l'entende puis qu'on change son expulsion ou son exclusion à cause de son apparence, il ne revient pas à Cybèle de juger de sa propre valeur, de ses accomplissements, mais c'est son entourage qui lui donne sa valeur et sa beauté. Donc, Ophélie va mettre en scène un mécanisme semblable. L'héroïne rencontre un gros garçon. Sa première réaction est de le détester, de l'appeler bouffi. Mais plus elle connaît, puis plus elle tombe amoureuse de lui, elle dit il devient moins gros à ses yeux, c'est comme si les livres fondent. Donc, pour être amoureux, il faut absolument être mince. C'est un peu le message. Donc, candidate numéro 2, Bianca alias Duffy, la Designated Ugly Fat Friend, qui ont traduit par faire valoir en français, là, qui traduit pas bien la réalité de la chose. Donc, dans les premières pages du roman, Bianca reçoit cette étiquette de Designated Ugly Fat Friend par Weasley, qui va devenir son amoureux, évidemment. Donc, il lui dit « You see, your friends are hot, and you, darling, you're the Duff. » Puis, à partir de ce moment-là, on commence à l'appeler Duffy. Elle va perdre son prénom au profit d'une moquerie, prouvant que c'est vraiment le jugement des pairs qui prend beaucoup d'importance dans la construction de l'identité des personnages adolescents. Puis, dès que l'insulte est prononcée, Bianca elle-même va commencer à se voir sous un nouveau jour, puis à travers le miroir, encore une fois, là, donc toujours à travers une médiation. Puis elle dit « I search my reflection with new eyes, with new knowledge, uncontrollably wavy auburn hair, a long nose, big thighs, small boobs, yet definitely Duff material. How have I not known? » Dans ces romans, être gros, c'est pas une question de poids, c'est une question de perspective, de jugement puis de regard. C'est aussi quelque chose, dans quelques cas, une question de langage. Donc, il est intéressant de noter que c'est souvent en contexte scolaire, ou du moins parmi leurs camarades de classe, que les personnages vont faire usage ou vont être la cible de moqueries. L'insulte a quelque chose de performatif dans ces cas-là, lorsque prononcé dans un tel contexte, surtout, une fois que le personnage est dit gros, il le devient, même si objectivement il ne l'est pas. Puis Bianca va en être un exemple très frappant, surtout avec l'adaptation cinématographique. Donc, dans le film, on nous demande de voir une jeune fille qui n'est pas grosse, mais on nous demande de la voir grosse par comparaison. Donc, comme on dit qu'une image vaut 1000 mots, la voici. Fait que si vous cherchez la grosse, je vous l'entoure. C'est elle. Puis, vraiment. Oh, c'est elle. Moi non plus, je n'en croyais pas trop mes yeux. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui se transmet alors quand on associe l'image de cette fille-là au terme fat puis ugly? Quel message on envoie aux filles? Donc, pour être grosse, pas besoin d'être grosse du tout. Il suffit d'être plus grosse que. Pour être laide, il suffit d'être plus moche que. Alors, si tu es plus moche, plus grosse que cette jeune fille, ben, tu peux t'attendre au pire. C'est donc toujours par comparaison négative qu'on peut repérer le personnage gros ou laid. Puis cette comparaison va établir une hiérarchie qui favorise la compétition entre les filles. Une compétition qu'on ne retrouve pas dans les romans qui mettent en scène des héros garçons. Que ce soit Cybèle, qui a un physique peu avantageux par rapport aux stars de l'émission de télé-réalité, ou Bianca qui puis là je cite, couldn't compare, donc qui n'est pas sur un pied d'égalité avec ses amis. Elles deviennent des filles médiocres, sans importance et victimes de moqueries. Bien qu'il n'y ait pas de véritable changement physique, celles-ci sont moins marginalisées et plus acceptées à la fin du roman. Et cette acceptation passe obligatoirement par une relation amoureuse
hétérosexuel, ultime signe de l'acceptation des pairs. Heureusement, il y a aussi des contre-exemples. Donc, des adolescentes grosses qui décident de s'accomplir, de s'accepter pour ce qu'elles sont. Donc, laissez-moi vous présenter la candidate numéro 3, Mireille et les Boudinettes. Donc, le tout début du roman, Les Petites Reines, met en scène une compétition lancée par un garçon populaire. Une compétition de boudins. Il s'agit de trouver les filles les plus laides du lycée, et Mireille est une des grandes ou grosses gagnantes du concours. Elle va s'unir donc aux deux autres élus et ensemble, elles entreprennent de faire la route jusqu'à Paris en vélo et puis de financer leur trajet en vendant du boudin. Elles s'unissent donc des quêtes individuelles, rencontrer son père pour une, venger son frère pour l'autre, en une quête commune, se réapproprier ce terme-là de boudin, puis relever un défi, se mettre au défi. La réappropriation de l'insulte devient une force pour les trois fillettes, comme le démontre cette conversation entre Mireille et sa mère. Donc, la mère dit « Je comprends pas pourquoi vous vous entêtez à revendiquer ce nom de boudin. C'est un mot horrible. » Puis là, Mireille répond « On le rendra beau, tu vas voir, ou au pire, on le rendra puissant. » C'est donc la réalisation pour les jeunes héroïnes, mais aussi, je l'espère, pour les lectrices, que la beauté n'est pas la seule façon de se faire valoir. Ainsi, c'est avec humour, mais surtout bien en détail, que Mireille se présente à nous. Elle dit ressembler à Jean-Paul Sartre. Elle affirme sans détour que le tabouret dans sa table de sa cuisine est trop petit pour une seule de ses fesses et qu'il lui fait savoir à chaque fois. Elle dit qu'elle a des gros petits bras. Puis c'est aussi sans pudeur que Mireille nous décrit les autres gagnantes du concours, celles qui deviendront les Boudinettes, donc. Elle dit « mes deux petites grosses comparses ou encore j'enlace mes deux boudins avec énergie. Ça fait du bien d'avoir deux épaisses amies à enlacer. C'est comme faire un câlin à deux grands chats, tièdes, matelassés et ronronnants. » Puis c'est parce que les descriptions, justement, sont exhaustives puis basées sur des caractéristiques observables que le langage devient neutre. On ne porte pas de jugement sur le personnage parce qu'on sort du registre de la perception pour aller vers la simple description. Le roman Les Petites Reines fait ce que d'autres fictions n'osent pas faire, peut-être parce que l'autrice n'a pas peur des mots, mais les personnages gros deviennent irrévérencieux, puis ingouvernables, qui tentent de renverser quelque chose, de se tailler une place, au lieu de compter sur une transformation magique de leur image, donc réelle ou imaginaire, la transformation. Donc, je vous mets une autre citation. Les boudins sont invités à un bal au cours de leur parcours, puis on leur prête des belles robes pour l'occasion. Et puis la Mireille dit « Et cette jeune fille fière, dans la robe bleue tendre plissée comme une toge, qui allonge ses jambes à l'infini et souligne sa jolie taille, c'est moi? Moi? Mais non, je déconne, on ressemble exactement à ce qu'on est, trois boudins dans des robes de bal. » Mais même si le cinéma des années 90-2000 a tenté de nous apprendre qu'il suffit d'enlever les lunettes à une fille un peu bizarre pour qu'elle devienne la plus belle de l'école, ou quelques rendez-vous avec un garçon qu'on a engagé pour transformer la sœur contrôlante en fille populaire, les Petites Reines nous apprennent que les protagonistes, toutes les héroïnes, tous les protagonistes n'ont pas à être belles, minces et conciliantes. Donc on associe souvent grosseur et passivité, puis c'est ce que le roman met en question avec brio. Puis je cite, « Pourquoi pas leur rappeler notre présence? Et puis tiens, tant qu'on y est, pourquoi pas le faire avec éclat, avec panache? C'est mieux, non? Prendre la route pour Paris, arriver pile le 14 juillet et gate-cratcher le party de l'Élysée. » Donc, une autre chose cause le roman Les Petites Reines aussi, c'est qu'il présente des personnages gros qui mangent, sans que ce soit connoté négativement ou positivement. L'appétit et la relation à la nourriture est un aspect important de la formation de l'imaginaire de la grosseur. Puis pour parler de cet aspect, je me permets de faire une transition un peu abrupte, puis de vous offrir un candidat surprise pour le speed dating. Donc, Doug est un petit gros condamné à rester pour toujours dans le corps de ses 15 ans quand il se fait mordre par un vampire. Fat Vampire, A Never Coming of Age Story, s'est avéré être un livre assez surprenant qui, malgré le ton parodique, aborde en trame de fond plusieurs rapports de pouvoir et de domination, dans une perspective qui se rapproche de l'intersectionnalité. On n'y est pas encore. De plus, la transformation en vampire semble agir de façon à souligner le changement qui se produit dans l'adolescence et puis sert à expliquer certaines réflexions sur les notions d'exclusion puis d'appartenance. Doug perd son intérêt pour les modèles qui sont les siens avant la transformation parce que là, il est pris avec un corps qu'il ne comprend plus, un corps étranger qui fonctionne sur un autre mode. Comme il y a une scène où finalement il va uriner puis il dit « c'est la première fois en 6 mois que j'urine ». Donc c'est vraiment comme il essaie de se réapproprier un corps qu'il ne comprend pas du tout. Ce qui est éclairant, c'est que sa quête de nourriture puis sa quête amoureuse vont se combiner puisqu'il considère que le seul repas qui est valable, c'est une jeune fille attirante. Parce que
boire le sang d'un garçon, ça serait gay, puis donc c'est plein de choses comme ça. Donc on lit directement la fonction alimentaire qui sert à mouler le corps, à l'alimenter, mais aussi à le faire grossir, à le faire maigrir, et puis la notion de désir sexuel, tendance qui se dessine aussi de façon plus subtile dans les autres romans. La notion d'appétit est mise en scène de façon à ce que ça devienne le symbole de l'adolescence, ce qui transforme tous les adolescents en monstres. Donc, une citation pour la fin, bien sûr parodique, là. All teenagers are monsters, misunderstood, hated, blamed for the evils in the world, also reckless, selfish, with huge appetite as they slowly change from innocent things to something new. Donc, en ce sens, Doug, le gros vampire de 15 ans, est une métaphore du All-American Teenager, un adolescent tout ce qui est le plus banal. Donc, c'est la fin du speed dating. Puis, moi, sur ma carte de speed dating, j'inscris Les Petites Reines puis Fat Kid Rules the World, parce que c'est avec des livres comme ceux-là que je veux un deuxième rendez-vous. Des livres où les personnes grosses dépassent leurs limites puis imposent leur présence. Puis, pour votre information, on a une relation ouverte, donc vous pouvez swiper à droite, vous autres aussi.